Les lumières fluorescentes de l'élégant restaurant Grandview projetaient un éclat froid sur les clients huppés. Le murmure du dîner fut coupé par la voix stridente de Sofia Almeida. « Elle a volé ma bague en diamant !» Son doigt pointa sans hésitation vers Isabella Mendes, une jeune femme noire en uniforme dont la main tremblait en tenant un chiffon de nettoyage. 6 années de service impeccable, jamais une plainte. Et maintenant ça. La fausse accusation de la riche cliente menaçait de détruire la carrière d'Isabella en quelques secondes. De l'autre côté de la salle, assis à la table du pouvoir, se trouvait Alvaro Ramos. Son empire financier avait été construit sur la prémisse de maintenir la discrétion et d'éviter les problèmes. Tandis qu'Isabella se baissait pour ramasser ses affaires avec une dignité silencieuse. La lumière du restaurant captura le reflet d'un pendentif cœur d'émeraude accroché à son cou. Le monde d'Alvaro s'arrêta. Son visage devint blême, comme s'il avait vu un fantôme d'un passé lointain. Il fixait le pendentif. Isabella, cependant, n'avait aucune idée que son pire jour était sur le point de devenir le début de quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Le mouvement nocturne au Grandview se déroulait avec une précision chorégraphiée. Serveurs et serveuses glissaient entre des tables ornées de coupes de cristal et de couverts en argent. Isabella équilibrait 3 assiettes sur son bras avec une aisance due à la pratique. Son sourire était sincère, malgré la douleur aux pieds, après un énième service de 14 heures. Le pendentif cœur d'émeraude à son cou captait la lumière, un petit héritage de sa mère qu'elle ne retirait jamais. Pendant 6 ans, elle avait travaillé dans cet endroit, gagnant le respect par sa constance et sa grâce. La soirée semblait être un mercredi normal jusqu'à l'arrivée de Sofia Almeida, avec son aura habituelle de supériorité et son mépris mal dissimulé. Sofia s'installa dans sa cabine favorite, l'endroit avec la meilleure vue sur la salle principale, d'où elle pouvait observer les autres comme une reine dans son domaine. Les connexions politiques de son mari l'avaient habituée à la déférence. À voir les gens se plier à sa volonté sans poser de questions. Isabella s'approcha avec professionnalisme, sa voix chaleureuse, malgré l'accueil froid qu'elle recevait toujours de cette cliente en particulier. « Bonsoir, Madame Almeida. Souhaitez-vous commencer par votre vin habituel ?» Sofia leva à peine les yeux de son téléphone, renvoyant Isabella d'un signe de la main, comme si elle chassait un insecte. Le manque de respect était palpable, mais Isabella garda son sang-froid, ayant appris il y a longtemps que la dignité était la seule chose que personne ne pourrait lui enlever. À l'opposé du restaurant, Alvaro Ramos occupait la table d'affaires près de la fenêtre. Âgé de 55 ans, il avait construit Sterling Technology à partir de rien, se transformant de Beto de Santa Clara en un des entrepreneurs les plus influents de la ville. Son partenaire, un investisseur potentiel, parlait avec animation des projections du marché, tandis qu'Alvaro acquiesçait distraitement, son attention étant attirée par les dynamiques subtiles qui se déroulaient de l'autre côté de la salle. Il observait l'interaction d'Isabella avec les clients, notant son professionnalisme, sa force tranquille et la manière dont elle traitait les clients difficiles. Sofia Almeida, de manière calculée, posa sa bague en diamant sur la table, à côté de son verre d'eau, prenant soin de l'enlever comme si elle était trop lourde pour ses doigts délicats. Le geste semblait fortuit, mais Isabella remarqua la façon dont les yeux de la femme suivaient chacun de ses mouvements, cataloguant chaque détail. Quelque chose ne semblait pas correct. Une tension qui aiguisa les instincts d'Isabella. Elle compléta son service rapidement, gardant ses mains visibles, ses mouvements délibérés et attestés. Des années de travail dans le service lui avaient appris à se protéger contre les fausses accusations, à maintenir toujours des limites professionnelles avec les clients qui la considéraient comme moins qu'humaine. La bague disparut dans le sac de Sofia pendant qu'Isabella se dirigeait vers d'autres tables. Mais le piège était déjà tendu. 10 minutes plus tard, la voix de Sofia explosa dans le restaurant avec une indignation théâtrale. Son accusation coupa les conversations et attira tous les regards vers son coin de la salle. « Elle a volé ma bague en diamant. Je l'ai vue la prendre quand elle servait à ma table. » Les mots planèrent dans l'air comme du poison, transformant l'atmosphère élégante en quelque chose de laid et de désagréable. Tous les visages se tournèrent vers Isabella,
qui restait paralysé au centre de la salle. Sa dignité était intacte, mais son monde s'effondrait. Madame Lucia, la gérante du restaurant, se matérialisa à côté de Sofia, avec la rapidité de quelqu'un qui avait passé des années à protéger la réputation de l'établissement au-dessus de tout. Son visage était rouge de panique et d'indignation, sa loyauté s'alignant automatiquement avec la cliente qui pourrait nuire à l'image du restaurant plutôt qu'avec l'employé qui ne lui avait jamais donné de raison de s'inquiéter. « Madame Almeida, je suis désolé pour cet incident. Nous allons résoudre cela immédiatement. » Elle se tourna vers Isabella avec une froide efficacité, sa décision déjà prise avant qu'une quelconque enquête ne puisse avoir lieu. Le poids du préjugé institutionnel écrasa le moment, étouffant la vérité sous la nécessité d'apaiser la richesse et le pouvoir. Alvaro observa la scène se dérouler avec un malaise croissant, reconnaissant le langage codé et le préjugé voilé qu'il avait lui-même rencontré lors de son ascension au succès. Les accusations de Sofia portaient des sous-entendus qui allaient au-delà d'un simple vol, avec un langage soigneusement choisi pour peindre Isabella comme intrinsèquement indigne de confiance. La sensation familière de nausée dans l'estomac lui rappela toutes les fois où il avait choisi le silence au lieu de la justice. Les relations d'affaires au lieu du courage moral. Ce moment exigeait de l'action, mais Alvaro resta assis, protégeant son image pendant que la vie d'une autre personne était détruite. L'enquête dura moins de 5 minutes. Un exercice superficiel conçu pour démontrer la diligence raisonnable tout en parvenant à une conclusion prédéterminée. La bague de Sofia fut retrouvée dans son propre sac, exactement où Isabella savait qu'elle avait été placée, mais le mal était déjà fait. Le visage de Madame Lucia enregistra à peine la révélation. Sa principale préoccupation restait la satisfaction de sa cliente VIP et non la justice pour son employé. « Rangez vos affaires, vous êtes renvoyé », annonça-t-elle à Isabella avec une froide finalité. Les Mottes jetèrent 6 années de service dévouées à la poubelle, sans cérémonie ni considération. Isabella se pencha pour prendre son tablier tombé, son mouvement lent et délibéré, tandis qu'elle traitait l'ampleur de ce qui venait de se produire. Le pendentif cœur d'émeraude se balança doucement tandis qu'elle bougeait, captant les lumières du restaurant et les reflétant comme de petites étoiles contre l'obscurité de son uniforme. Ce petit bijou avait été la possession la plus précieuse de sa mère, un symbole d'amour qui transcendait la pauvreté et les difficultés. Grassa l'avait mis dans les mains de sa fille avec des mots de force et d'espoir, n'imaginant jamais qu'un jour il deviendrait la clé pour dévoiler un secret de famille enterré, sous 20 années de culpabilité et de honte. L'air se bloqua dans la gorge d'Alvaro quand la lumière éclaira le pendentif. Son esprit s'emballa en arrière, à travers des décennies de regrets et de recherches. Le cœur d'émeraude était identique à celui qu'il avait donné à sa sœur, Grassa, quand elle avait eu 16 ans, une promesse qu'il serait toujours là pour elle, peu importe ce que la vie apporterait. Mais cette promesse avait été brisée par l'ambition, par sa transformation de Beto de Santa Clara en Alvaro Ramos, par des choix qui lui avaient coûté tout ce qui importait vraiment. La vue de ce pendentif au cou d'Isabella envoya des ondes de choc à travers son monde soigneusement construit, suggérant des possibilités qui l'effrayaient et l'excitaient. Pendant qu'Isabella ramassait ses affaires avec dignité, Alvaro abandonna sa réunion de millions de dollars sans explication, ses pieds le menant vers des comptes à régler qu'il avait évités pendant 2 décennies. L'atmosphère élégante du restaurant s'estompa dans le bruit de fond tandis qu'il suivait Isabella vers la sortie, son cœur battant avec un mélange d'espoir et de peur. 20 années de recherche, 20 années de culpabilité, 20 années à se demander ce qui était arrivé à Grassa, pourrait enfin trouver une résolution dans ce moment de reconnaissance inattendu. Le trottoir devant le Grand View semblait être un monde différent. Les lumières fluorescentes faisaient place à l'éclat doux des lampadaires et au son étouffé du trafic nocturne. Isabella était au coin, son uniforme toujours impeccable, malgré le chaos qu'elle venait de subir. Ses mains étaient fermes, tandis qu'elle pliait son tablier avec une précision mécanique. Le pendentif cœur d'émeraude captait la lumière ambiante des voitures qui passaient, sa surface reflétant des fragments d'une vie qui venait d'être brisée par le préjugé.
Elle avait déjà affronté des tempêtes auparavant, mais perdre cet emploi signifiait plus que des difficultés financières. Cela signifiait devoir expliquer à la petite Sofia, âgée de 8 ans, pourquoi maman n'apporterait plus des histoires du travail à la maison, et pourquoi son modeste appartement pourrait devenir encore plus difficile à maintenir. Le bruit de chaussures chères sur le béton la fit lever la tête. Elle se trouva face à un homme noir, bien habillé, dont la présence imposait le respect. Alvaro Ramos s'approcha avec des pas prudents, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait notablement à de la vulnérabilité. Ses yeux étaient fixés sur le pendentif à son cou, avec une intensité qui fit reculer Isabella instinctivement. « Excusez-moi », commença Alvaro, sa voix portant un tremblement étrange pour un homme habitué à l'autorité d'une salle de réunion. « Ce pendentif, où l'avez-vous obtenu ?» Les yeux intelligents d'Isabella évaluèrent l'étranger devant elle, notant la qualité de son costume, la façon dont il se tenait, la modulation prudente de sa voix, qui parlait d'éducation et de privilèges. Elle avait appris à lire les gens rapidement dans ses années de service. Et cet homme irradiait le succès tout en projetant simultanément un besoin presque désespéré de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. « Je suis désolé, mais je ne pense pas que cela vous regarde », elle répondit avec une fermeté polie. L'enseignement de sa mère sur la dignité s'affirmait même dans ce moment de dévastation professionnelle. Le pendentif semblait chaud contre sa peau, une connexion tangible avec Graça Mendes, la femme qui l'avait élevée pour se tenir droite, indépendamment des circonstances. Le visage d'Alvaro se crispa légèrement avec sa réponse. Pendant un moment, l'homme d'affaires à succès disparut, remplacé par quelqu'un qui semblait hanté par de vieux fantômes et des regrets enterrés. « Sa mère ?» il murmura, la voix à peine audible au-dessus du bruit de la ville. « Son nom était Graça ? Graça de Santa Clara ?» La question plana entre eux comme un pont sur 20 années de séparation et de silence. Isabella sentit le monde bouger légèrement sur son axe, tandis qu'elle traitait ses mots. Son esprit parcourait les souvenirs des histoires de sa mère, les fragments de l'histoire familiale que Graça avait partagés dans des moments tranquilles. Graça de Santa Clara est morte il y a 10 ans. Isabella dit lentement, sa voix ferme malgré les émotions internes. « C'était ma mère. » La simple affirmation portait une vie entière d'amour et de perte. Les genoux d'Alvaro semblèrent céder légèrement, sa façade de succès se fissurant. « Elle est partie. » il demanda, la voix brisée. « Quand ? Comment ?» Les questions s'entassèrent avec une urgence désespérée. Isabella étudia son visage, notant l'angoisse sincère. « Accident de voiture », elle dit calmement, observant tandis que chaque mot tombait comme un coup physique. Elle conduisait vers son 3e emploi, épuisée de travailler 18 heures par jour pour nous maintenir. Elle est morte dans la pauvreté. La dure réalité des dernières années de sa mère plana entre eux, un témoignage des choix qui avaient mené à ce moment de reconnaissance et de règlement de compte. Le visage d'Alvaro se tordit de douleur en absorbant les détails, comprenant finalement que sa sœur était morte dans la pauvreté pendant qu'il vivait dans le luxe, à quelques kilomètres de là. « Elle m'a écrit », avoua Alvaro, la voix à peine un murmure. Quand elle est tombée malade, quand elle a eu besoin d'aide, elle a écrit des lettres implorant de l'aide. Et moi, ces mots s'éteignirent à mesure que l'ampleur de ses échecs tombait sur lui comme une vague. Isabella sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac, tandis qu'elle traitait son aveu. La perception que les luttes de sa mère auraient pu être évitées si la famille avait choisi l'amour au lieu de l'orgueil. « Vous êtes Beto », elle dit, non pas une question, mais une affirmation de reconnaissance. Elle parlait de Beto de Santa Clara tout le temps, se demandait pourquoi le frère aîné ne répondait jamais. Le nom frappa Alvaro comme un coup physique, lui rappelant qui il avait été avant que le succès ne le transforme en quelqu'un que sa sœur ne pouvait atteindre. « J'ai changé mon nom pour Ramos quand j'ai réussi », il admit, la honte évidente. « J'avais honte d'où nous venions, peur que l'aider me fasse paraître faible aux yeux de mes partenaires d'affaires. » La confession plana entre eux comme une accusation. 20 années de choix de la réputation au lieu de la loyauté familiale, finalement dite à haute voix. Isabella ressentit un mélange de colère et de pitié inattendue en comprenant la trahison de son oncle, la façon dont la peur et l'ascension sociale avaient coûté à sa mère le soutien dont elle avait désespérément besoin. « Vous avez laissé ma mère mourir ?»
parce que vous aviez honte de nous, déclara Isabella avec une fureur contenue, sa voix portant le poids de chaque lutte que Graça avait endurée seule. Elle a travaillé dans 3 emplois pour nous maintenir en vie pendant que vous viviez dans un manoir, choisissant l'approbation des autres au lieu de la famille. L'accusation était précise et dévastatrice, exposant la laide vérité au cœur de son succès. Il avait échangé la vie de sa sœur contre l'acceptation sociale, sacrifiant les liens qui auraient dû importer le plus pour l'approbation de personnes qui ne l'accepteraient jamais vraiment, indépendamment de sa richesse. J'ai passé 10 ans à la chercher, il dit désespérément, voulant s'excuser, voulant arranger les choses. Mais l'expression d'Isabella resta inchangée par ses tentatives tardives de rédemption. 10 ans trop tard, elle répondit avec une précision dévastatrice. Elle est morte en appelant votre nom, espérant jusqu'à la fin que son frère se souviendrait qu'il avait une sœur. Les mots coupèrent plus profondément que n'importe quel échec dans les affaires, exposant le noyau creux d'un succès construit sur la fondation d'une famille abandonnée. Isabella redressa ses épaules, la force de sa mère coulant à travers elle, tandis qu'elle affrontait cet homme. « Si vous voulez prouver que nous sommes de la famille, faites un test ADN, » elle dit avec détermination. « Mais sachez que l'argent ne peut acheter le pardon, et la richesse ne peut pas racheter 20 années d'abandon. » Alvaro acquiesça, comprenant que c'était sa dernière chance de rédemption, sa seule opportunité d'honorer la sœur qu'il avait complètement manquée dans la vie. La salle d'attente de la clinique médicale était animée avec une efficacité silencieuse. Isabella était assise rigidement sur la chaise inconfortable, le pendentif cœur d'émeraude capturant les lumières fluorescentes, tandis qu'elle observait Alvaro faire les 100 pas comme un animal en cage. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation. 3 jours de nuit blanche, tandis qu'elle faisait face à la possibilité que cet étranger puisse vraiment être de la famille. Le docteur Paulo émergea de son bureau avec une pochette qui contenait des réponses à des questions dont Isabella n'était pas sûre de vouloir résoudre. Son expression était professionnellement neutre. « Le test confirme », annonça-t-il aux 2 personnes dont la vie dépendait de ce résultat. « Isabella Mendes est votre nièce, Monsieur Ramos. Les échantillons de sang montrent une probabilité de 99,7% de lien de parenté. » Les mots planèrent dans l'air comme un verdict. Les jambes d'Alvaro cédèrent sous lui et il s'effondra sur la chaise la plus proche, les mains tremblantes tandis qu'il traitait l'ampleur de cela. Graça était réelle, ses lettres étaient authentiques, et cette femme remarquable, assise en face de lui, était la preuve vivante de la famille qu'il avait abandonnée en quête d'acceptation sociale. Toutes ces années de recherche, il murmura, tous ces détectives que j'ai engagés après qu'elle a cessé d'écrire. Et elle était là tout le temps. Isabella observa son effondrement avec un mélange de satisfaction et de pitié inattendue, comprenant que sa douleur, bien que méritée, était aussi sincère. « Elle n'a jamais cessé de vous aimer, » dit Isabella calmement. « Même quand vous avez oublié qu'elle existait, elle a continué à croire que vous vous souviendriez du chemin pour revenir vers nous. » Alvaro sortit une boîte en bois de sa mallette avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres dans l'écriture familière de Graça. J'ai gardé chaque lettre qu'elle a envoyée. Il avoua, la voix brisée par l'émotion. Isabella porta les yeux sur le volume de la correspondance, comprenant la portée des tentatives de sa mère de maintenir le lien familial. Les lettres les plus anciennes irradiaient la fierté et la joie, pleines de nouvelles des premiers pas d'Isabella. Des réalisations académiques, Isa a eu 10 à toutes ses notes ce semestre. Beto, elle est aussi intelligente que tu l'étais. Le nœud dans la gorge d'Isabella se serra en lisant les mots de sa mère, sentant l'amour et l'espoir qui motivaient chaque phrase soigneusement élaborée. À mesure que les lettres progressaient chronologiquement, Isabella put tracer l'évolution des circonstances de sa mère et le passage graduel de la fierté à des demandes gentilles de reconnexion. Je sais que tu es occupé à construire ton empire, mais Isa demande des nouvelles de l'oncle Beto parfois. Elle adorerait te rencontrer. Les lettres finales révélèrent le désespoir que Graça avait caché à sa fille durant ces dernières années difficiles. « Beto, je suis à l'hôpital et j'ai peur. Les médecins disent que j'ai besoin d'une opération, mais l'assurance ne couvre pas tout. » Isabella posa les lettres de côté avec précision,
maltraitant la souffrance inutile de sa mère. Elle a travaillé dans 3 emplois à la fin, dit Isabella avec intensité. Les pieds saignaient de tant rester debout, mais elle ne s'est jamais plainte. N'a jamais dit un mot sur le fait d'avoir un frère qui aurait pu aider avec un coup de téléphone. Elle a changé son nom pour Mendes quand elle a épousé mon père, expliqua Isabella. Mais il nous a quittés quand j'avais 2 ans, et elle était trop fière pour changer de nouveau. Elle s'est cachée de vous parce que l'abandon fait plus mal que la pauvreté. Isabella se leva de sa chaise avec dignité, la force de sa mère coulant à travers elle, tandis qu'elle affrontait cet homme. Si vous voulez vraiment honorer la mémoire de Grassa, elle dit avec une clarté morale, « Aidez-moi à construire quelque chose qui garantisse qu'aucune autre famille de travailleurs ne souffre comme nous avons souffert. Aidez-moi à créer un changement qui importe plus que votre culpabilité ou mon pardon. » Alvaro acquiesça au milieu des larmes, comprenant que c'était sa dernière chance de rédemption significative. Sa seule opportunité de transformer 20 années d'échecs en quelque chose qui ressemblerait à la justice. L'histoire explosa sur les plateformes numériques. Des séquences de sécurité du Grand View furent divulguées, montrant Alvaro Ramos assis, immobile, pendant que sa propre nièce faisait face à des fausses accusations. Les titres criaient « Billionnaire a regardé sa propre nièce se faire renvoyer et n'a rien fait ». Isabella se réveilla avec le téléphone vibrant de messages d'amis et d'étrangers. L'invasion de la vie privée était accablante, mais elle reconnut le pouvoir qui venait avec la visibilité soudaine. Alvaro se réveilla et trouva son empire corporatif sous attaque. La petite Sofia, au petit déjeuner, demanda avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. L'homme riche est-il vraiment le frère de grand-maman? Quand Alvaro apparut à la porte de l'appartement d'Isabella cet après-midi-là, il ne portait avec lui que la honte. Elle ouvrit la porte avec Sofia à ses côtés, et l'air se bloqua dans la gorge d'Alvaro en voyant les traits de Grassa reflétés sur le visage curieux de l'enfant. 20 années de questions se cristallisèrent à ce moment. Sofia étudia son grand-oncle avec l'évaluation franche que les enfants apportent aux nouvelles rencontres. « Vous êtes l'oncle qui a oublié grand-maman Grassa ?» Elle demanda avec une franchise dévastatrice. Alvaro s'agenouilla à son niveau. « Oui, ma chérie, » il admit avec un remords honnête. « J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en oubliant ma famille. » Sofia considéra sa réponse et tendit la main pour toucher la sienne dans un geste de pardon que les adultes réussissent rarement. La vidéo qu'Isabella enregistra à l'extérieur du Grand View fut soigneusement planifiée. « Ce qui m'est arrivé arrive aux travailleurs tous les jours », elle commença. Son message résonna parce qu'il connectait l'expérience individuelle aux thèmes universels de la dignité et de la justice. La vidéo gagna des millions de vues, transformant Isabella de victime en défenseur dans une seule déclaration puissante. Sofia Almeida et Madame Lucia découvrirent que le préjugé institutionnel entraînait des conséquences lorsqu'il est exposé au scrutin public. Leurs emplois furent résiliés, mais Isabella se concentra sur les implications plus larges de responsabiliser les systèmes. Alvaro regarda la transformation d'Isabella avec fierté et honte. Isabella Mendes franchit les portes d'entrée du restaurant Grand View, vêtue d'un blazer bleu marine impeccable et portant une mallette en cuir contenant l'acte de propriété signé ce matin-là. L'espace familier semblait différent sous cette nouvelle perspective. Ce n'était plus le lieu de travail où elle avait servi les autres. Le titre du journal de la ville, le lendemain, sur l'achat du Grand View et sa refonte comme centre de formation et de soutien juridique pour les travailleurs des services, disait « Le cœur d'émeraude, la nièce du milliardaire transforme l'injustice en justice. Isabella, maintenant PDG de la fondation Grassa de Santa Clara, trouva Alvaro dans son nouveau bureau. Il était assis à la table, finissant de rédiger un document légal qui transférait un pourcentage significatif de ses actions à la fondation. « Merci, oncle Beto, » elle dit, le nom sonnant confortable pour la première fois. « Ma mère aurait été fière. C'est moi qui vous remercie, Isa, » il répondit. « Vous m'avez donné la chance d'honorer enfin ma sœur, de faire ce qui est juste. » Le pendentif d'émeraude brilla doucement à son cou, non plus seulement un héritage, mais le symbole d'une promesse tenue, celle que la dignité et la famille prévaudraient toujours sur la honte et l'ambition silencieuse. Isabella avait trouvé sa famille et son but, transformant la douleur du passé en un héritage de justice pour l'avenir.